puisque les armoiries sont venues au début du XIIe siècle. Voilà, elles n'existaient pas. Avant, il n'y en avait pas. C'était Donc des symboles, mais c'est une légende a posteriori. Il y avait bien un symbole, il y avait le symbole des croissants, mais on ne pouvait pas appeler ça une armoirie. Et comme dit Alain, c'est au... Mais quand même, ce qui est étrange, c'est que comment ce symbole, il a survécu. C'est quoi? C'est qu'après, on l'a collé quand la religion est arrivée. C'est qui a fait cette transition? C'est devenu un symbole marial. Donc on va revenir à la paix de Dieu. Ah voilà, pourquoi est-ce que c'est devenu azur? Pourquoi c'est sur un champ d'azur? Ça, il faudrait l'expliquer que ça, c'est justement... Parce que tout se chevauche. C'est un système à plusieurs entrées. Donc le but toujours sont des symboles, les symboles qui veulent dire quelque chose. Ils sont parlants. Ces symboles, ils doivent servir vraiment à quelque chose. Et ils doivent être crédibles. Et on parlait de crédibilité. Donc ils doivent faire appel à des croyances anciennes. Ils ne peuvent pas surgir du néant. Ils ne doivent pas sortir du néant. Voilà. Ça peut pas être nouveau. Voilà. Alors, au XIIe siècle apparaît le culte marial. Alors, évidemment, avant, on sait que Marie est la mère de Dieu, mais il n'y avait pas de culte particulier de Marie. Alors, ce culte de Marie a été introduit pour beaucoup en France par l'Église au cours du mouvement dit de la paix de Dieu, au XIe siècle. Alors pourquoi ce mouvement de la paix de Dieu? Quand il y a les invasions vikings, magyars et sarrasines détruisent... C'est l'époque mérovingienne ou Non, c'est après carolingien. Ah non, le 11... Oui, c'est au Xe siècle, les grandes invasions détruisent l'État carolingien. Charlemagne avait construit un État, puis on dédivise en trois au traité de Verdun de 843, et ensuite tous ces gens-là viennent balayer toute structure. C'est là que naît la féodalité. C'est là que les gens se regroupent en petits groupes pour se défendre face aux invasions. Et c'est là que le seigneur devient celui qui est le meilleur combattant et qui permet de préserver les paysans qu'il y a autour. Alors, donc, se crée au Xe siècle un ordre de chevaleresque, un ordre seigneurial de guerriers. Qui n'existait pas avant. Et ces gens-là vont morceler les anciens domaines, en fief. Donc les anciens domaines vont être morcelés, donnés en fief aux vassaux. Et ces vassaux doivent venir à l'hoste du seigneur, doivent s'équiper en guerre. Donc c'est tout le système féodal qui se crée, et puis le système des trois ordres, etc. Et au début, au XIe siècle, ces fameux seigneurs-là, qui sont des chefs de guerre, passent leur vie à se combattre les uns les autres. Et puis, en se combattant les uns les autres, le gros truc, c'était de razzier les terres du voisin. Brûler les blés, tuer les paysans, etc. Donc, le XIe siècle, c'est un siècle d'anarchie complète et de combat perpétuel. Et donc, les gens, le peuple en a marre et demande à l'Église de remettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est ce qu'on appelle la paix de Dieu. Et c'est là où l'Église introduit un certain nombre de concepts auprès des chevaliers. Alors, le vrai chevalier défenseur de la chrétienté, de la veuve et de l'orphelin, avec l'ordination du chevalier comme l'ordination d'un prêtre. C'est vrai. Voilà. Donc le chevalier devient vraiment le soldat du Christ, d'une part, et d'autre part, ils introduisent un culte apaisant, et que le culte de la Vierge, le culte de la Vierge à l'enfant, parce que c'est pas seulement la Vierge, c'est une Vierge à l'enfant. Donc c'est le principe maternel. C'est le principe maternel, et donc ils introduisent ce culte marial. Pas spécialiste, mais il me semble. Et on verra sur toutes les églises, il y a une Marie avec un enfant. Donc c'est un culte apaisant.
féminin, apaisant, et qui s'oppose aux guerriers, qui va modérer le guerrier. Tu vois, hein? Et puis c'est le culte aussi de la femme. C'est là que vient ce culte de la femme d'après, avec le fin amour, etc., qui se termine avec Jeanne la Pucelle. Mais l'esprit, au travers de ce culte-là, l'esprit des gens va changer. Et donc c'est là où ces armes anciennes, là, deviennent ces fleurs de lousse, de lumière, deviennent des fleurs de lys, que le lys est le symbole de la Vierge Marie. Normalement, c'est le lys blanc, symbole de pureté, d'immaculée conception. J'ai bien dit immaculée, hein, je n'ai pas dit autrement. Et donc, immaculée conception. Et puis, et donc, associé au culte de la mère, ça fait quelque chose qui apaise la société. Voilà, et du coup, la société est apaisée et régulée. Hein, et puis en plus, on envoie la bonne idée, le pape Urbain III, je crois, qui envoie tous ces gens-là aux croisades. Il dit, si vous voulez vous battre et tuer des gens, allez tuer des Arabes, là vous avez le droit. Hein, c'est là qu'il les envoie à la première croisade. Et oui, c'est ça. Hein, voilà un petit peu. Et donc, pour revenir à notre fleur de lys, donc elle devient, cette fleur de lys devient vraiment la fleur de lys, et le fond bleu qui est normalement le ciel, hein, devient le manteau de la Vierge. Voilà. Donc le symbole de la France, c'est un symbole marial. Hein, voilà. Et tu peux revenir aussi au symbole de l'Union européenne aussi. Hein, c'est symbolique. Le drapeau bleu avec les étoiles. Ben oui, c'est des couleurs extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. Et tu vois que même si on n'a pas toutes ces explications qu'a développées au niveau chrétien ou celles que j'ai développées au niveau païen, n'importe qui voit un blason avec les 3 fleurs de lys d'or sur champ d'azur, c'est très impressionnant, et c'est un signe solaire, donc ça reste une héraldique d'un despotisme entre guillemets impérial. Et on le sait, une des spécificités des rois de France, c'est aussi d'être un empereur chez soi, puisqu'ils n'ont jamais, généralement le roi de France ne reconnaissait pas de suzeraineté extérieure. Donc le roi de France, c'est bien un roi, mais il est empereur chez lui. Et par exemple, quand Charles V va recevoir son oncle, l'empereur germanique, il fait tout à la fois pour bien l'accueillir, mais pour bien lui faire comprendre que le roi c'est lui, après il y a le dauphin va régner, et que lui il est juste reçu comme un parent prestigieux. Donc Charles V fait tout pour... lui aussi c'était un cerveau, il a tout fait pour qu'à la fois faire des très gros cadeaux à l'empereur, l'accueillir vraiment de manière grandiose, aussi pour le subjuguer, pour montrer que la France est plus puissante peut-être que l'Empire. Donc d'un côté il est très bien reçu, mais d'un autre il faut surtout jamais faire le moins de signe d'allégeance à l'empereur germanique. Donc ça reste un truc important. Pareil, on a vu aussi que la France s'était construite contre, quand on s'intéresse à l'histoire, contre le pouvoir des papes aussi, contre le pouvoir... donc la France, elle n'est pas soumise au pouvoir invétéré de l'Église catholique romaine. C'est toute une bataille. C'est toute une construction. Une nation, c'est une construction permanente. Hein, c'est une bataille. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une énorme légende, justement, qu'il faudrait, moi qui suis le grand déconstructeur de mythes, d'en finir avec ce pouvoir un peu presque revendiqué, mais qui n'a jamais
jamais vraiment prouvé de l'Église sur la France. C'est-à-dire que finalement, la France, l'Église en France n'avait pas tant de pouvoir que ça. Il y a même des rois qui ont été excommuniés. Moi, j'ai toute une liste de rois excommuniés, à commencer par Louis XIV. Donc, et Philippe le Bel, il a tout fait pour se battre contre le pape. Voilà, il l'a même fait assassiner. Oui, puis au début, il a fait gifler par son garde des Sceaux. Oui, son garde des Sceaux. Non, le problème, voilà, il y a l'empire de Charlemagne, et puis cet empire-là, il est divisé en trois. Oui. Et puis après en deux, puisque l'empereur germanique, il prend la Lotharingie. Oui, on veut prendre la part de Lothaire. Il prend la part de Lothaire. Voilà. Et donc, l'empereur, il dit, c'est moi qui suis le descendant de Charlemagne, hein, c'est pas l'autre. L'autre, il les appelle des régulis. Le réguli, le petit roi, le roitelet. Hein, pour l'empereur, le roi de France, le roi des Francs, c'est le roitelet, le réguli. Et donc, tous les rois des Francs et de France par la suite n'auront de cesse que d'affirmer leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours chercher à lui donner une filiation sacrée. Et oui. Filiation sacrée qui n'existe pas chez les autres. Ça n'existe pas chez le roi d'Angleterre, cette filiation sacrée. Donc il n'y a que le roi de France qui fera sans arrêt cet effort pour montrer que lui, il descend en ligne directe de Dieu, et donc les clercs vont passer leur vie à écrire des tas de légendes qui vont être transformées en images comme celle que tu as donnée, mais que cette filiation sacrée va s'accélérer, la légende va s'accélérer, tu vois. Hein, au début, le Fond d'Azur est sommé de fleurs de lys. Et puis après, on n'en mettra que 3 qui symbolisent la Trinité. Alors, selon Lombard-Jourdan, il se pourrait que ce soit l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu donc la Christa, ce symbole, c'est un symbole unique répété 3 fois. Ensuite, effectivement, tu as eu le champ le champ d'azur semé de fleurs de lys. Mais quand Charles V a défini l'écu aux 3 fleurs de lys, apparemment, il revenait à une tradition qui existait déjà. C'est possible. Mais bon, parce que l'empereur Constantin, il a eu visiblement donc selon son panégyriste, il a eu une vision du dieu Apollon, qui est en fait un aspect du dieu de la nation, du Teutatès. En 310, donc les druides lui auraient fait rencontrer le dieu Apollon. Voilà. Alors un dieu LGBT d'ailleurs, hein, c'est ça. Voilà, et il faut qu'on voit. Vous le dire. Il faut qu'on voit Apollon parce que donc c'est un dieu. Alors je ne sais plus quelle est la vue. On peut regarder le. Alors oui, dis-moi. Oui, si vas-y, dis-nous. Si on a une image d'Apollon. Donc voilà. Une image, bien sûr, hein, pas d'image pornographique. Non, c'est une image. Bon, ça va, il n'était pas. Voilà. D'accord. Il est tout mimi. Non, c'est une. Un petit peu quand même. Voilà, qui est à la base un dieu chtonien. Il nous montre sa zigounette quand même. Enfin bon, c'était permis à l'époque. Ça faisait pas. Voilà, c'était pas outrageant. D'accord. Et donc on voit que c'est le dieu de la beauté. Bon, ça se voit. Et c'est un dieu de la guerre. On voit avec son arc. Et donc... mais ça, c'est quoi? C'est le dieu de la beauté selon les critères grecs, quand même. Selon les critères. Oui, ce sont les critères grecs. C'est ça, c'est un peu les critères grecs. Tout est circonstanciel. Les mecs un peu musclés. Non, c'est quand même des critères... Mais il faut le dire, quoi, parce que sinon, si on le dit... Oui. Ce sont quand même des critères grecs de la beauté selon une musculature déliée, la jeunesse, une certaine grâce. Et donc un peu androgyne, non? Ou ils n'ont pas un côté androgyne? Souvent. Ces beautés grecques comme ça, un peu. Oui, c'est vrai. Bon, il y a une zigounette, mais sinon, si on enlève ça, ils ont un côté androgyne quand même. C'est un peu. Et donc, il a été récupéré par les Gaulois sous la forme de Dispater. Il est devenu un aspect de Teutatès. Et donc, c'est lui qui donne la caution. Qui est censé être l'ancêtre des rois païens. Et ensuite,
Ensuite, voilà, il y a le sacre qui reprend l'idée du règne de droit divin. Mais il n'empêche que, bon, parmi toutes mes idées fixes, il y a celle que la France est le seul ou un des rares pays à être à n'adorer que des déesses. Hein, oui. À faire cette part au féminin beaucoup plus que les autres. Et donc, si on voit les autres nations qui, sur leurs armes, tu vois l'Empire avec l'aigle, hein, tu vois l'Angleterre avec les 3 léopards, il y a l'aigle russe aussi. Hein, le russe avec l'aigle à 2 têtes, etc. Et donc, toutes les nations ont des symboles animaux agressifs. Oui. Et tandis que la France est la seule nation à posséder ostensiblement un symbole féminin pour ses armes. C'est-à-dire un symbole marial. Ouais, la fleur de lys, tu veux dire. Oui, non mais au moment de la paix de Dieu, c'est explicitement dit que les armes de France, c'est les armes de la Vierge. Ouais. C'est explicite. La France, fille de l'Église, c'est comme ça qu'on la surnomme, non? La fleur de lys. La fille aînée de l'Église. Oui. Voilà. Donc là, la France prend pour symbole un symbole féminin et généralise le culte d'une déesse, puisque pratiquement le culte de Dieu le Père devient quasiment secondaire au Moyen-Âge, et le culte le plus important, c'est le culte de la Vierge. Le culte de la Vierge. Voilà, qui est le premier culte. Le culteux, hein, pas le culteux. Voilà, parce qu'il y en a des fois qui comprennent pas. Et dans l'espace ibérique, il y a un net mélange entre le culte de la Vierge, le culte de la femme et le fin à mort. Dans tout le sud et l'Espagne. Donc on voit très bien que tout ça se mélange un peu. Quoi, c'est pour ça que est-ce que le culte de la Vierge, on peut dire qu'il a un rapport aussi avec, on va dire, l'adoration de la virginité dans toutes les sociétés, le fait qu'une femme, faut qu'elle soit vierge avant le... Non, mais ça, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs rapports. L'orthodoxie, ou le catholicisme, le dogme est donc l'Immaculée Conception. Ça, c'est le dogme. Hein. Mais pour le vulgum pecus, pour les gens, ils vont adorer une femme et un enfant. C'est surtout ça. Et puis, on voit très bien que sur toutes les statuaires qui existent, le visage de la Vierge, c'est un beau visage, quoi. Elle est belle, elle est toujours belle. C'est une belle femme. Tu vois, hein, et donc là, on adore quand même la mère, la femme et la mère. Jusqu'à ce que j'ai montré la dernière fois, Agnès Sorel. Hein, qui est quand même la maîtresse du roi, qui est représentée en vierge à l'enfant avec le sein dénudé, quoi. Voilà. Mais là, on arrive au terme de l'histoire, quoi. Oui, hein, du coup. Hein. Et attends d'arriver au terme, puisque là, c'est l'heure de la pause. Alors, on garde la suite pour après. On va pas tout dévoiler encore, ce qui reste. Et voilà. Il y a un métanote qui a rappelé très justement... que Apollon est dieu de la guerre. Oui, dieu de la guerre. Il a dit c'est le dieu de la guerre. Voilà, malgré son apparence, ambiance. Et c'est un dieu cruel. Un dieu cruel. Il s'amuse avec les humains et. Il voulait peut-être faire la fête après la guerre, quoi. Bon, on va admettre ça. On a tous des moments de détente, hein, déjà. Voilà, vous vous détendez pas mal d'ailleurs sur l'IRC, hein, j'avoue. Ils te patrolent. Oui, attends, ils sont marrants, les gens. Bon, écoutez, je viens sur l'IRC déjà. Vous êtes content. Qu'il fallait que tu lises le catholicisme de Saint Pie. Ah oui, là t'es franc-maçon. Tu veux parler de catholicisme, je t'invite à voir le catéchisme de Saint Pie X, et seulement après tu pourras parler de chrétienté. Non, mais je ne connais pas, donc je parle. Moi, je parle en amateur historien. J'ai jamais été au catéchisme, je sais pas ça. On me dit il a une petite bite, mais de là à dire qu'il est androgyne, ils ont pas aimé. Hein. Ils sont vraiment dans les critères. Bon ok, il est bien viril, le Apollon, j'ai rien dit. Okay. C'est moi qui me fais troller parce que j'ai voulu troller Apollon. Bon de toute façon. Arrête de mater tes pas. Alain n'aime pas les cathos. C'est vrai qu'ils ont l'impression que t'es anti-catho. À chaque fois, ça ressort.
On dit que t'es plus gentil avec les juifs qu'avec les cathos. Ça aussi, est-ce qu'on a parlé des juifs? Et justement, c'est bien. on ne parle pas de ceux qu'on a peur. C'est bien ce qu'on nous dit. Bon, on fait la pause. Si on a un peu parlé des juifs pour la transformation, parce que le christianisme vient du judaïsme et qu'ils partagent un livre commun qui est l'Apocalypse, un mythe commun. Mythe commun. Donc on est tous des mythes. La révélation. Donc tout va bien, monsieur Valls. Voilà, on est tous des mythes finalement. Alors, on fait la pause et puis on revient juste après, justement pour finir, voilà, parce que je vois qu'en plus, là, ça vous a déballé. On revient juste après, la régie, elle est prête. À vous la régie. Voilà, donc de retour. Thierry Messant a été franc-maçon, il s'en expliquait ici. Bah oui, attends, les gens regardent, il faut leur expliquer. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande si tu veux franc-maçon. Il a été franc-mason, moi j'ai jamais été, on m'a proposé d'y être, mais j'ai la première réunion ouverte où j'ai été, j'étais mort de rire, parce que c'est n'importe quoi, c'est des singeries quoi. Donc j'aurais jamais pu être franc-maçon. Jamais. Bon voilà. Vous avez votre réponse. Il pose toujours la question si t'étais franc-maçon, tu vois. Il pense que t'es proche des idées, en tout cas franc-maçon. Même pas. Bon. Voilà, alors pour revenir... Reprenons nos fleurs de lys. Alors on a vu avant la pause que ça venait d'Apollon. Voilà, d'Apollon. Et d'ailleurs, il y a une citation dans le poème... sur l'origine des fleurs de lys. Donc c'est une autre version de la légende. Dans cette légende, l'ange de Jésus enlève à Clovis le image apollin, c'est-à-dire l'enseigne d'Apollon. Et donc il y a des preuves historiques dans les textes que c'est bien un symbole apollinien, donc le fameux croissant solaire qui était sur les armes de Clovis. Et Clovis avait beaucoup confiance dans ce signe. Donc dans le poème donc, sur l'origine, le poème en latin sur l'origine des fleurs de lys, le rédacteur dit plus voluit confidere in apparata maximo armorum ex caractere crescentum antiquissimo. Alors, Chiesacco traduction. Et donc ça veut dire que Clovis avait une confiance absolue dans l'antique, enfin dans le très ancien signe décroissant. Voilà, c'est juste pour le rappeler. Qui est signe d'Apollon, dieu de la guerre. Voilà, dieu de la guerre, dieu du soleil, dieu cruel, dieu archer. Mais avec c'était un ses dieu petits côtés sombres. Voilà. Apparemment, c'était un Germain. Il prenait soin de lui. Prenez soin de lui. Sortait le soir. C'était un Germain. Ah oui, c'était un Germain. Comment ça, c'était un Germain? Les Mérovingiens. Les Francs, c'est une tribu germanique. Ah, j'ai cru que tu disais Apollon, c'était un Germain. Non. Et donc pour revenir au symbole des croissants, parce qu'on a vu que c'était des croissants de soleil, donc rien à voir avec le croissant de lune. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre ça ne ressemblait pas à un croissant de lune du tout. Donc dans le symbole des croissants, si on revient à l'étymologie de crescens, crescentum, il y a l'idée de croissance, de croître. Toujours la fertilité un peu aussi, non? Ça peut être lié. Tout cas, il y a une idée de croissance. Et créo, ça veut dire aussi faire lever un astre. Donc on revient. C'est marrant, t'as genre l'as qui se lève, le soleil, etc. Du soleil levant. C'est une nouvelle confirmation que c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, quand le sigle, le symbole solaire a été christianisé, donc l'aspect lumineux a été un peu supplanté par l'aspect marial, mais ce qui est resté, c'est donc la taille des lys, leur croissance, les rejetons des lys, la montée de la lignée de France. Une fleur de lys, c'est vrai qu'un lys. Mais c'est l'idée de croissance qui est restée malgré la transformation. Le symbole solaire est un symbole indo-européen. Ah oui, c'est clair. Éminemment indo-européen. Et alors, ce qui est curieux, c'est que en Gaule, on a fêté un saint Crescens ou Crescentus, donc c'est-à-dire croissant,
donc qui serait mort le 27 juin, c'est-à-dire à peu près la date du solstice d'été. Sa translation, c'est-à-dire le changement de place de son corps, de ses reliques, ce serait fait le 29 décembre, au solstice d'hiver. C'est sans doute, enfin il n'y a quasiment pas de trace de lui, mais c'est sans doute une tentative de christianiser l'antique croissant païen. Et il y avait aussi une sainte Crescentia à Saint-Denis, Crescencia. Donc sa tombe était vénérée et on l'appelait Sacrata Deo Puella, donc la fille sacrée de Dieu. Et elle aurait fait des miracles, mais on ne sait rien de sa vie. Donc c'est aussi certainement une sainte légendaire destinée à christianiser donc le symbole. Moi j'aurais peut-être une explication à ton croissant. Parce que là, on a fait une émission ensemble où j'ai beaucoup parlé des Indo-Européens. Et pour en parler, j'ai un peu étudié là-dessus. Et donc, les mythes indo-européens, tu sais bien que ces fameuses civilisations des Kourganes sont là où proche du Donbass actuel. Oui, c'est ça. Autour du Don, et que il y a dans ces mythes beaucoup de symboles très nordiques, quasiment boréales, et qui donneraient à penser que ces gens qui sont venus là s'implanter dans les steppes viendraient de l'extrême nord, qui est ouvert, du nord là où est la Russie du Nord, tu vois, et proche de la Baltique. Parce qu'il y a beaucoup de symboles de froid, de symboles boréales. Alors, est-ce que ce demi-soleil ne serait pas un soleil qui serait à moitié levé, si tu veux, quand il est proche du cercle polaire? C'est possible qu'ils aient importé ça, de leurs anciennes conditions de vie. De leurs anciennes conditions de vie. Et aussi, si tu veux, de voir par exemple les blancs, la peau blanche, puis ces Indo-Européens étaient blancs aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Ils étaient plus européens qu'hindous alors, non? Non, après ils ont amené la civilisation vers l'Inde, après. Mais en fait, le fait d'avoir la peau très blanche permet de pouvoir ne pas filtrer les rayons ultraviolets. Et donc on sait qu'on a besoin des rayons ultraviolets pour briser des chaînes en vitamines. Tu vois, ça permet de synthétiser certaines. Mais pourtant, regarde, les civilisations, par exemple, la civilisation de l'Indus, c'est très très vieille civilisation. Mais elle vient que tout ce qu'on a retrouvé en Europe. Elle vient des Indo-Européens. Elle vient après, parce que ces Indo-Européens viennent certainement du nord de la Russie actuelle, proche de la Baltique. Se sont réimplantés dans la vallée du Don, entre la Caspienne et la Caspienne et la mer Noire, et puis après, vers à peu près moins 5000, moins 6000, ils éclatent. Il y a une partie qui part vers la vallée de l'Indus, une partie sur les plateaux iraniens, une partie qui vers l'ouest, qui forme la civilisation de Hallstatt du fer, et une partie qui descend le long des Balkans, et qui va créer la civilisation dorienne, achéenne, etc. Et ça, on retrouve ça par les filiations linguistiques. Par les langues de tous ces gens-là qui montrent qu'il y a cette origine-là. Alors, on connaît bien l'origine du Don, enfin entre la Caspienne, mais avant, on subodore qu'ils viennent plus au nord, ces gens-là, de par les légendes qui sont transportées. Tu vois, et donc on subodore. Donc le mythe hyperboréen, le mythe hyperboréen. Oui. C'est vrai, ça sera assez logique par rapport à la morphologie, par rapport à tout ça. Et donc comme le symbole solaire est tellement important chez eux,
Oui, on peut imaginer qu'ils l'ont importé de là où il venait. Bah oui, parce que quand il y a peu de soleil, il devient extrêmement important. Puis comme je te dis, les gens à la peau très blanche, très blond, donc permettent dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de soleil, justement, d'acquérir ces ultraviolets. Oui. Et contrairement aux Africains, eux, ils font de la mélanine. Parce que beaucoup de mélanine et ils filtrent les rayons ultraviolets parce que sinon ils attraperaient des cancers de la peau. Parce que les blancs ont souvent la peau qui brûle l'été. Donc on peut imaginer qu'effectivement ils vivaient plus au nord et que le fait de venir sous nos latitudes... Il y a plein de problèmes parce qu'aujourd'hui, comme les gens, des blancs très blancs vivent au sud, ils sont sujets à des cancers de la peau qu'il y a dans le sud des États-Unis, en Australie, dans tous ces endroits. Il y a énormément de cancers de la peau. Et évidemment, parce qu'ils n'ont pas de mélanine, ils ne filtrent pas les rayons ultraviolets. Et voilà, tandis que les noirs n'ont jamais de cancer de la peau. Jamais, ça n'existe pas. Il y en a, non. Alors on nous dit, il faut que tu imposes ton style parce qu'il paraît qu'on te coupe à chaque fois et que tu n'as pas le temps de finir tes phrases. Excuse-moi, je te l'ai dit qu'il fallait pas... Non, moi je la ferme. Non, moi ça me va très bien. Donc on est toujours dans le même thème. Et toujours dans le thème des croissants, on sait qu'il y avait une fête du Cresset qui était au printemps, à l'équinoxe. Et le Cresset, c'était une espèce de croix recouverte d'étoupe ou de paille et imprégnée de suie, d'huile ou de quelque chose d'inflammable. Et les paysans donc prenaient leur Cresset, qui était sans doute une crista, et ils y mettaient le feu, et ils la faisaient danser dans l'air, comme fait pour rappeler le renouveau des jours, puisque l'équinoxe de printemps, c'est le moment où le jour devient plus long que la nuit. Ouais. Et donc le Cresset, c'est une tradition païenne qui est attestée au Moyen-Âge, et on voit que ça fait partie de la même famille de mots. Voilà. Donc, voilà. On me dit que je suis ton défenseur. Bon, bah, eh oui. je veux défendre Robin. ça se passe très bien. On me dit, Alain prépare un nouvel attentat sur la prise de parole. C'est terrible, on peut plus ni bouger. Ah bah ouais, ils sont à l'affût. Mais alors, donc, à un moment donné, dans l'entreprise de décrédibiliser le croissant antique, le croissant de soleil, il y a un pas qui est franchi au XVe siècle, qui est de dire qu'en fait, c'était pas des croissants qui étaient sur les enseignes de Clovis, que c'était des crapauds. C'est moins joli déjà. Voilà, et donc c'était destiné... Ça fait un peu boire rêver tout d'un coup. Voilà, c'était pour dire des crapauds, c'est sale, c'est dans la vase, tout ça. Et tout ça, c'est totalement inventé, mais ça va inspirer une iconographie que on va voir sur la vue 15, je crois, et 12. Voilà, faut juste avoir à l'esprit que c'est une pure légende. Alors, la vue 15, les crapauds de Clovis. Voilà, ça c'est une gravure du 15e siècle. Ah, ils sont où les crapauds là Ils sont sur son drapeau. Ah oui, on voit il y a 3 crapauds. Et donc, voilà, on dit que c'est des crapauds d'or, mais c'était des croissants en réalité, et c'est uniquement pour le décrédibiliser qu'on a dit que c'était des crapauds. D'accord. Et sur la 16 aussi, on voit... Ah oui, alors là, des crapauds d'or, hein. Voilà. C'est flagrant. Mais bon, alors ça, c'est totalement imaginaire. Par contre, il est possible que les croissants... Mais c'est venu par qui ça? C'est qui a voulu c'est à l'époque de Charles V. À l'époque de Charles V, on a voulu jeter le trou, c'est quoi? Ça a été la finalisation de la Charles V, on a mis 3 fleurs de lys. D'accord, et moi l'histoire des crapauds, c'est-à-dire c'est quoi? Ce sera un hoax, comme on dit? Ah oui, complètement. Voilà. Oui, c'est pure invention. Tous les mythes ont été construits petit à petit, quoi. Ouais. Et c'est Charles V qui a donné l'ordre assez clair de dire, voilà, il faut finaliser la propagande chrétienne sur l'antique symbole.
D'accord, Et on en va disant dire que c'est ça, d'accord. c'était des crapauds, donc c'était païen, donc c'était sale. La fleur de lys c'est pur, donc la fleur de lys c'est bien. Et par contre, il est possible que l'antique croissant d'or, croissant solaire, était désigné par le mot bufurdi, béourdi, bourdi, qui est un mot gaulois ou francique. Et Ça signifie quoi? ça désigne des feux qu'on faisait en mars. Donc à nouveau une fête solaire, un Des peu comme burdis, les Cressets. c'est marrant, ça, Ouais. ouais. Et donc à ce moment-là, le premier dimanche de carême s'appelait le dimanche des brandons, des bures ou des bordes. Ah d'accord, les Brandons, parce que les Brandons, c'est, je connais des rues des Brandons, des cités des Brandons, c'est un rapport? Ça doit dériver de ça, si D'accord. c'est ancien. Oui, Et la rue des Brandon, Brandons, ça a c'est- donné brandir. D'accord. Et le brand D'ailleurs, brandir, on dit bien, c'est le verbe, il a un rapport, non? Ouais, non. Le brand, c'est l'épée pour les Germains. Brand, Ça l'épée. s'appelle le D'accord. brand. Ouais. Non, bah, c'est certainement un rapport, tout ça, alors. Voilà, et donc comme ce mot bufurdi, béourdi, bourdi, etc. ressemblait au mot bouffo horridis, horrible crapaud, il y a pu avoir une incompréhension qui a facilité un petit peu le travail, disons, de propagande. Voilà. Alors on peut aussi voir que sur les armes de France, donc il s'agit bien de 3 fleurs de lys d'or sur un champ d'azur. Sur un champ d'azur, ouais. Mais en réalité, depuis toujours, le costume de sacre était Hyacinthe. Alors on va voir il y a une vue C'est où laquelle? c'est une pierre précieuse du même nom, la 21. La 21. Ah, Hyacinthe. Alors là, c'est rouge, là. Alors oui. Alors en héraldique, comme c'était intraduisible, puisque c'est la couleur hyacinthe, c'est comme le costume du sacre de Charles X qu'on avait vu ensemble en janvier. Ouais. Donc c'est pas bleu. C'est quelque chose qui est un peu violet, un peu jaune, un peu brun et un peu bleu. C'est une couleur très indéfinissable. Mais elle n'existe pas en héraldique. Hein. Et Elle qui est pas- elle est- n'existe pas en héraldique. Ouais, ouais. Donc il a fallu faire de l'azur. L'azur, c'était le ciel serein du zénith. Donc c'était une autre image. Mais en réalité, à la base, c'était cette couleur hyacinthe qui était celle du ciel au moment du lever du soleil. Donc c'est un peu pourpre, un peu lilas, un peu brun, un peu jaune, un peu bleu. On voit ça d'ailleurs sur le plumage des pans. D'ailleurs, on peut penser que c'est très bizarre. Ouais, au cercle solaire, à l'endroit du cercle boréal, Oui, Ouais. oui, et que à l'équinoxe, oui. juste à cet endroit-là, l'équinoxe, tu as que la moitié oui. d'un soleil. Oui, donc il est Et donc possible tu as que... à l'équinoxe, tu as quand même la moitié d'un soleil, et que autour, évidemment, comme la lumière est rasante, et que l'air filtre les rayons du soleil, hein, filtre le jaune, enfin qu'on voit bien que quand il y a coucher du soleil ou lever, l'horizon est rouge. Oui. Hein, voilà, donc rouge, bleu, donc ça donne hyacinthe. Donc on peut penser que c'était la couleur à l'équinoxe du ciel Oui, tout à à cet fait. endroit, et qu'au cercle polaire, il n'y avait Et ce serait logique que la avec moitié d'un soleil. Puisque Ah oui. puisqu'on subodore que ces Indo-Européens qui ont créé tout le mythe, hein, On dit, c'est tout quoi le cette mythe pierre, religieux d'ailleurs qui est très puissant, le mythe religieux qui s'est répandu partout, et que toutes ces croyances viennent de là, et qu'elles reviennent même chez nous, où on valorise le blanc et les yeux bleus. Oui. Encore une fois, quand tu vois C'est tous les vrai. racistes, les suprémacistes blancs, les Amerlocs et tout ça, Oui. hein, Les donc, Amerlocs, oui. et donc on peut penser que ces mythes étaient extrêmement puissants
pour parvenir jusque-là et qu'il a fallu les christianiser avec difficulté. Avec difficulté. Ouais. Et ton explication, ça serait logique pour la couleur du ciel, pour le symbole solaire, et pour le symbole solaire au lever, puisque un soleil qui est toujours à moitié, il fait une espèce de cristal, une espèce de double volute de soleil. Et Quoi. cette pierre qu'on voit, c'est quoi? Ah oui, alors ça, c'est une variété de zircon. D'accord. Et alors, il faut savoir que tous les rois, et même Napoléon, il a été sacré avec une tenue de sacre couleur hyacinthe. Et donc, quand les dauphins, ou les dauphins, qui étaient donc destinés au pouvoir, pour rappeler la couleur du soleil levant, comme ça n'existait pas en héraldique, il y avait soit une bordure de gueule, soit une brisure de gueule, c'est-à-dire rouge. Donc ça les distinguait de leur père, et ça montrait qu'ils étaient des soleils levants.